Mesdames et messieurs les présidents et présidentes, directeurs et directrices, chers amis, je suis évidemment très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous pour tout un tas de raisons. La première, c'est que c'est ma première visite évidemment chez vous, ici à Buenos Aires. C'est aussi mon premier déplacement en Argentine de toute ma vie. Et il est très important, il était très important pour moi que ce déplacement se fasse parce que le réseau argentin, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit depuis que je suis arrivé ici et j'avais envie de le vérifier, le réseau argentin est évidemment d'une certaine façon à l'image de ce qu'est le réseau mondial, dans une forme plus réduite mais dans des caractéristiques qui sont aussi proches que possible de ce que l'on pourrait souhaiter pour le réseau dans le monde. Donc je voulais vérifier ça et quoi de mieux que de participer à cette réunion annuelle de votre réseau. Mes premiers mots vont à Massimo Boomschild pour ses paroles chaleureuses, bienveillantes, encourageantes qu'il a eues à mon égard. Je dois dire que entendre sa propre biographie à 10 000 km de chez soi, c'est assez vertigineux. Et voilà, je le prends pour un témoignage de grande amitié qui est en train de naître entre nous à travers notamment le rôle très actif qu'il tient au conseil d'administration de la Fondation à la langue française. Alors, de quoi vais-je vous parler, moi, ce matin ? Je voudrais vous parler évidemment de l'actualité, de l'activité de la Fondation, comme Bruno vous l'a déjà un peu annoncé, mais de l'activité de la Fondation, évidemment, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle va faire, dans ce qu'elle veut faire pour l'ensemble du réseau, dans le cadre d'un programme, d'un plan d'action que nous sommes en train de définir, enfin que nous avons défini avec Jérôme Clément et que nous sommes en train, avec l'ensemble du réseau, de mettre en œuvre. Le contexte est éminemment favorable. Le contexte, je veux dire politique, est éminemment favorable à ce que nous ayons cette ambition. Pourquoi ? Vous en avez vu une illustration hier avec la présence du ministre des Affaires étrangères, de la ministre de la Culture et de la Communication, du président de la Fondation Alliance française. Je pourrais dire qu'avant-hier, à Lima, où j'étais présent, le président Hollande a passé près de la moitié de son temps de visite à Lima à l'Alliance française. Alors, je ne veux pas créer de regrets en annonçant cela, je veux simplement souligner le fait que nos plus hautes autorités, en ce moment, ont un regard plus que bienveillant pour les alliances françaises. Et je pourrais continuer la liste. Il y a un mois, le président Hollande s'est rendu en Inde et il est allé tout naturellement à l'Alliance de New Delhi. Et au mois de mai dernier, c'était à La Havane qu'il inaugurait le nouveau bâtiment de l'Alliance française. Le contexte est favorable parce que la Fondation, en ce moment, par la voix notamment de son président, entretient des relations extrêmement fructueuses, extrêmement actives avec l'ensemble des pouvoirs publics. Je le dis parce que, au fond, l'ensemble des nouvelles financières sur lesquelles votre délégué général insistait tout à l'heure, nouvelles financières qui ont un impact sur la vie de vos alliances, n'est finalement que le bout d'une longue chaîne de décisions et d'arbitrages qui se prennent la plupart du temps quelque part entre l'Élysée, le Quai d'Orsay et Matignon, le ministère des Affaires étrangères, les services du Premier ministre et la présidence de la République. Et que, évidemment, s'il y a un rôle important à jouer pour la Fondation, c'est bien celui d'être le partenaire de ces décisionnaires le plus possible. Et comment est-on un bon partenaire de ces décideurs, si ce n'est en leur montrant en permanence ce qui, sur le terrain, se fait de mieux dans notre réseau. Et c'est tout l'intérêt, évidemment, de la présence, de notre capacité à faire venir et à être présent sur le terrain tous nos décideurs politiques chaque fois qu'ils sortent de France. Donc nous allons continuer à travailler à cela, évidemment, à faire en sorte que chaque fois qu'un voyage s'organise, nous soyons présents. Vous savez, Jean-Marc Ayrault, il a été nommé ministre des Affaires étrangères il y a 15 jours. Nous l'avons rencontré avec Jérôme Clément il y a une semaine
un peu par hasard à l'Institut du monde arabe à Paris pour la présentation du nouveau centre culturel marocain à Paris. Et un peu par hasard, il nous annonce qu'il va venir à Buenos Aires. Et pas tout à fait par hasard, il dit « mais il faut absolument que vous veniez avec moi, puisque je vais à l'Alliance française ». Donc les choses se décident aussi comme ça, il faut savoir saisir les opportunités. J'espère que tout cela portera ses fruits. J'ai compris, en tout cas, nous avons su avec Bruno que le ministre était extrêmement satisfait, très élogieux du contact qu'il a eu avec l'Alliance et avec vous hier. Et voilà, ce sont ces petites graines que nous semons à la Fondation qui, nous le souhaitons, nous l'espérons, porteront leurs fruits comme elles le font en ce moment. Par exemple, je peux aussi vous dire aujourd'hui que la subvention que la Fondation reçoit du ministère des Affaires étrangères tous les ans, eh bien cette subvention pour 2016 sera reconduite au centime près, au même montant qu'en 2015. Et donc pour vous, ici à Buenos Aires, évidemment, la partie de la subvention qui vous sera allouée sera elle-même reconduite. Il n'y aura pas de diminution. Vous savez que cette subvention, la Fondation la reçoit et la redistribue aux 2/3 à l'ensemble du réseau. Il en va de même des postes budgétaires alloués au réseau des alliances. Le nombre de postes budgétaires sera aussi stabilisé en 2016. Ça aussi, c'est le résultat de tout un travail que nous conduisons, évidemment, en très bonne intelligence en ce moment avec les services du Quai d'Orsay. Voilà. Donc ça, c'est la toile de fond, c'est le contexte politique sur lequel je voulais vous dire un mot avant d'en venir à mon propos sur les projets que la Fondation nourrit pour le réseau. Vous le savez, donc la Fondation, qui est née en 2007, a connu un changement de gouvernance assez sensible avec l'arrivée de Jérôme Clément en 2014, puis la mienne en 2015. Un léger renouvellement de l'équipe, puisque nous avons pu créer 2 nouveaux postes au sein de cette petite équipe de la Fondation, qui est à peine d'une quinzaine de personnes, hein, mais nous avons quand même créé 2 nouveaux postes, un poste de chargé de mission sur innovation pédagogique et numérique, et un autre sur le marketing. Vous pouvez comprendre que par la création de postes, nous donnons une orientation aux priorités que nous voulons fixer, que nous souhaitons fixer au réseau. Je constate d'ailleurs que dans un certain nombre d'alliances, ce type de poste commence à être créé. J'ai compris même qu'à Buenos Aires, il y a un poste de responsable de marketing qui est en cours de création ou qui a été décidé. Qui a été décidé. Et dans de nombreuses alliances, cette dimension évidemment marketing de l'activité se développe de la même façon que tout ce qui concerne l'introduction du numérique dans les formes de transmission et de formation doit prendre aussi une place plus importante. Mais il y a d'autres activités qui le mériteraient aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Changement de gouvernance qui doit être illustré au fond comme la fin d'un cycle dans l'histoire de la Fondation. Au fond, on pourrait dire que entre 2007 et 2014, 2015, la Fondation a posé ses bases, s'est installée, a mis en place un mode de relation avec le réseau, avec les alliances, et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut penser à passer à autre chose. C'est un peu comme ça qu'avec Jérôme Clément, nous concevons notre rôle à la Fondation, c'est comment faire en sorte que, une fois les bases posées, la Fondation se mette vraiment au service du réseau et se donne les missions pour cela. On pense qu'il faut en effet aller plus loin, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments structurels, fondamentaux, qu'il faut prendre en compte dans l'évolution de la vie de ce magnifique réseau des alliances. 815 alliances, hein, dans 135 pays, 12 000 collaborateurs. C'est vraiment une force qui va. Hein. C'est un ensemble d'entités, d'alliances qui ne se connaissent pas suffisamment, qui ne connaissent pas la force qu'elles représentent. Hein, alors, on dit beaucoup dans tous les discours, Alliance française, première ONG culturelle du monde. Oui, c'est très beau, c'est peut-être vrai. Encore faut-il que nous en soyons tous parfaitement convaincus, parce que nous le vivons de l'intérieur. Or, aujourd'hui, ce que nous ressentons, c'est que ce réseau existe, effectivement, il partage incontestablement un certain nombre de choses, mais il ne le sait pas suffisamment, et surtout,
ils ne l'exploitent pas suffisamment. Et c'est l'exploitation de cette force que nous représentons qui nous semble être une belle priorité à essayer de mettre en œuvre dans les années qui viennent. Au fond, nous sommes comme... c'est comme si nous avions par devers nous un capital culturel, social, économique, qui est là, que tout le monde reconnaît, que tout le monde nous envie aussi, que le monde entier nous envie, que d'autres grands pays du monde nous envient, mais que nous ne faisons pas fructifier suffisamment. Et pourquoi faut-il le faire fructifier? Parce que, là je ne vous apprends rien, je pense qu'en Argentine comme dans de nombreux pays du monde, nous sommes, par-delà même le fait que notre forme associative, l'originalité du mouvement que nous représente devrait nous protéger contre certaines évolutions, nous sommes quand même soumis à des mouvements de concurrence, de compétition qui sont considérables, qui deviennent de plus en plus puissants. Et je ne parle pas seulement de la concurrence que subit par exemple la langue française partout dans le monde, c'est vrai, on le constate. Bruno l'a rappelé, le président Boumtchill également, la langue française n'a plus la place qu'elle avait dans les institutions, dans les dispositifs éducatifs, et aujourd'hui, du coup, il faut vraiment se battre pour promouvoir la langue française comme une langue étrangère partout dans le monde. La langue française n'est plus partout chez elle comme elle l'a été au XVIIIe ou au XIXe siècle. C'est un combat, certainement. C'est un indicateur, en tout cas, de cette compétition linguistique. Mais à l'intérieur même du champ de ceux qui fournissent la formation à la langue française, nous avons des concurrents. Je suis persuadé qu'il y a aussi des institutions, des entités en Argentine qui concurrencent les alliances françaises sur le marché de la langue française. Tout ce qui fait la notoriété de nos alliances est en concurrence avec quantité d'autres acteurs et dispositifs. Il faut le savoir, vous le vivez, et je ne vous apprends rien, et je ne saurais en tout cas le faire. Mais ceci est vrai également pour tout ce que les alliances apportent en plus des cours de français. Toute cette dimension associative, toute cette dimension socialisatrice, aujourd'hui, d'autres outils, d'autres instruments, à commencer par les outils numériques, y apportent une concurrence. Comment faire des alliances un lieu où on a envie d'être, d'aller, de vivre, de partager, de rencontrer, d'échanger aujourd'hui, alors que tant d'autres sollicitations existent dans une vie sociale normale. Voilà, c'est aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte quand on dit qu'il faut que les alliances se rassemblent pour mieux potentialiser la force qu'elles représentent. Là aussi, nous pensons que c'est une mission de la Fondation que d'aider à cela. La Fondation, aujourd'hui, son activité principale, c'est au fond d'animer et de conseiller le réseau. Nous voudrions qu'elle soit capable aussi de donner un certain nombre d'impulsions et d'offrir de vrais services au réseau, des services qui permettent précisément aux alliances de fonctionner et d'exister en réseau. Alors, à l'été dernier, l'été 2015, à la réunion des délégués généraux de la Fondation Alliance Française à Paris, avec Jérôme Clément, nous avons esquissé ce que pourrait être justement la manière dont la Fondation peut appuyer les alliances françaises pour aller dans le sens que je viens d'indiquer. On a fait un constat qui est assez simple, qu'on a partagé avec les délégués, évidemment. Tout ça a été le fruit d'un échange et d'une réflexion partagée. C'est que les alliances françaises de par le monde ont une notoriété qui est évidemment exceptionnelle, qui est enviée, qui est mondiale, mais qui reste pour une part à valoriser. Elles sont un réseau potentiel, on pourrait dire un réseau de réseaux, s'agissant de l'Argentine qui est déjà elle seule un réseau, et de quelques grands autres pays qui ont cette forme d'organisation parce que la densité des implantations y conduit. Mais ce réseau de réseaux, il reste à construire. Ce réseau, il est fait d'une taille et d'une densité d'alliances qui reste tout à fait hors du commun, et qui, parce qu'il y a taille et parce qu'il y a diversité, requiert forcément l'organisation de formes de solidarité. La légitimité d'un fonctionnement en réseau, du fait que finalement on est tous intérêts à travailler ensemble, elle vient d'abord de l'intérêt qu'il y a à
être solidaire. Alors cette solidarité, je sais par exemple qu'à l'échelle d'un pays comme l'Argentine, elle existe, elle est très bien organisée. La preuve est que ces réunions se tiennent et que toutes les actions que votre délégué général a présentées sont le fruit de l'organisation de cette solidarité. Ce qui nous semble aujourd'hui important, c'est d'organiser cette solidarité à l'échelon supérieur, c'est-à-dire entre pays. Et là, nous voyons un enjeu évidemment considérable en termes de partage d'expériences, de mutualisation d'outils et d'économie d'échelle. Parce que ce que nous faisons à plusieurs nous coûte moins cher que si nous le faisons tout seul. Il y a aussi cette analyse-là qu'il faut savoir faire. Il y a un raisonnement économique derrière la mise en réseau qui aujourd'hui est indispensable parce que, nous le savons tous, la petite taille de nos alliances est un obstacle à leur développement. Et que si ces alliances sont capables de mettre ensemble leurs forces, elles peuvent accéder à des services, s'offrir des investissements qu'elles ne feraient pas toutes seules. Donc cette dimension-là, il faut bien sûr l'avoir en tête. Et c'est ce constat que nous avons fait l'été dernier et qui nous a amené à concevoir un projet que Bruno a présenté tout à l'heure, Horizon 2020 ou Alliance 2020, qui, au fond, indique ce que nous souhaitons faire dans les 4 ans qui viennent, la direction que nous souhaitons prendre dans les 4 ans qui viennent, pour créer ce réseau mondial, pour aller vers ce réseau mondial. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire advenir ce réseau? Quand on est à la Fondation et qu'on partage ça avec les délégués généraux, on s'y prend certainement pas en décidant à Paris de la manière dont tout ça doit fonctionner pour le monde entier. On fait exactement l'inverse. Donc, on a décidé l'été dernier de mettre en place des groupes de travail sur les grandes pratiques professionnelles, sur les principales pratiques professionnelles dans les alliances. Et ces groupes de travail sont constitués évidemment des représentants de toutes les alliances du monde qui sont volontaires. Sur la base de ce volontariat, les groupes de travail décident eux-mêmes. Alors, on a un petit peu sélectionné les sujets pour gagner du temps, mais enfin, ils décident eux-mêmes du type d'action qu'ils décident d'entreprendre ensemble, qu'ils considèrent qu'il faut entreprendre ensemble. Ces groupes de travail ont planché pendant 4 mois, de septembre à décembre dernier. Je crois qu'il y a un certain nombre de représentants des alliances, peut-être ici présents d'ailleurs, qui ont été membres de ces groupes. Et en moyenne, ils ont mobilisé à peu près 250 personnes dans le monde entier. On a communiqué par des plateformes numériques parce que c'était parfois compliqué avec les fuseaux horaires. Et en janvier dernier, au nouveau séminaire des délégués généraux, les groupes de travail ont présenté les principales recommandations qu'ils faisaient pour le réseau. Et donc, ces recommandations forment l'ossature de ce que nous souhaitons faire à l'horizon 2020 pour faire advenir un véritable réseau. Les groupes ayant présenté leurs travaux, ces travaux ayant été validés, maintenant ils se mettent au travail et la prochaine étape sera l'été prochain, l'été 2016, nouveau séminaire des délégués généraux, où là, chaque groupe va présenter l'avancement d'une des priorités qu'ils ont identifiées. Et on fera ainsi de suite jusqu'en 2020. Ça, c'est la feuille de route pour la première composante du projet, donc qui concerne le réseau. Maintenant, il y a d'autres paramètres qu'il faut arriver aussi à faire bouger pour faire advenir le réseau au-delà des actions qui vont le porter et que je viens de présenter. Il y a 3 autres paramètres. Un réseau n'est actif que s'il se connaît lui-même et s'il sait se faire connaître aux autres. Se connaître lui-même, ça suppose de savoir qui nous sommes. Or aujourd'hui, je vais vous dire mon sentiment, en prenant mes fonctions en septembre dernier, j'ai voulu savoir ce qu'était le réseau des alliances françaises. Et comment est-ce que je m'y suis pris? J'ai pris le rapport annuel, le rapport d'activité de la Fondation, qui présente une photographie du réseau, de l'ensemble des alliances du monde. Et j'ai trouvé que l'image était intéressante, mais elle était quand même impressionniste. Elle ne nous permettait pas de mettre en avant les lignes de force de ce que nous sommes vraiment, les potentialités qui sont les nôtres. Alors je
je suis allé un peu plus loin et j'ai découvert qu'il y avait ces fameux questionnaires qui vous sont adressés tous les ans depuis 2009, qui sont une mine d'informations. Mine d'informations qui doit, si je comprends bien, vous demander un temps considérable. Hein, on est dans une mine, donc vous creusez tous les ans et vous fournissez cette quantité d'informations dont une infime partie est utilisée pour le rapport annuel, hein, mais dont l'énorme majorité est en fait dormante. Et je me suis dit, mais quelle entreprise aujourd'hui, quelle organisation, quelle association pourrait continuer à se méconnaître à ce point? C'est quand même dommage. Hein, cette information, on le sait aujourd'hui, toute information, c'est une forme de pouvoir. Et en l'occurrence, le pouvoir qu'il faut que nous on fasse sortir, c'est celui de nous dire ce que nous sommes. Donc, on a pris contact avec une petite start-up qui fait ce qu'on appelle de la data visualisation, c'est-à-dire qui a le pouvoir de transformer en images des ordres de grandeur, des chiffres, et on lui a demandé de nous faire un rapport très synthétique à partir de quelques grandes caractéristiques de ce qu'est aujourd'hui le réseau Alliance Française. C'est ce que nous avons appelé le rapport data 2015, formé à partir des données que le questionnaire, que vous avez fourni dans le questionnaire 2014. Bon, et déjà, avec ce document qu'on a présenté au séminaire, on avait une image très renouvelée et très étonnante pour beaucoup de nos interlocuteurs sur ce qu'était le réseau. Ah bon, je ne savais pas que, effectivement, dans les 15 alliances françaises du monde, il y avait telle et telle alliance. Je ne savais pas que la Havane était la plus grande alliance française du monde. Je ne savais pas que l'ensemble des alliances françaises s'autofinançait à 85%. Je ne savais pas que le chiffre d'affaires consolidé des alliances françaises dans le monde dépasse les 230 millions d'euros, etc., etc. Et la réaction de ceux qui ont pris connaissance de cette information, comme la nôtre d'ailleurs, à la Fondation et chez les délégués généraux, était d'abord une réaction d'étonnement. Nous sommes ça. C'est ça, aujourd'hui, le mouvement Alliance Française. 12 000 bénévoles, et je passe évidemment sur toutes les informations qu'on a pu retirer. Et on s'est dit, mais voilà, c'est le début de l'histoire qu'il faut qu'on sache raconter sur ce que nous sommes, parce que cette histoire, si nous sommes capables de la partager avec d'autres, d'abord avec ceux qui décident sur le plan politique dont je parlais tout à l'heure, bien sûr, mais partager ça aussi avec ceux qui peuvent un jour nous financer telle ou telle action. Hein, on fait ça aussi pour ça. Et puis, si on le fait à l'échelle mondiale, on peut aussi concevoir de le faire à l'échelle régionale. Et pourquoi pas à l'échelle d'un pays? Pourquoi est-ce que cette exploitation des questionnaires, un jour, ne pourrait pas être faite à l'échelle de l'Argentine? Et construire un document comme celui dont je parlais avec Bruno, vous a présenté rapidement, pour l'Argentine. Vous imaginez quel passeport cela représente pour l'Alliance française en Argentine que d'être capable de montrer avec des cartes, avec des graphiques, avec des pictogrammes bien choisis, ce qu'est l'Alliance française. Bref, je fais ce détour un petit peu long parce que je voudrais vous préparer psychologiquement au fait que, évidemment, l'histoire ne va pas s'arrêter là et que ce questionnaire va connaître une longue vie. Nous avons confié à cette même start-up dont je parlais tout à l'heure le soin de proposer un questionnaire complètement renouvelé, non pas dans les questions, parce que les questions vont rester les mêmes, elles vont un petit peu s'enrichir sur certains sujets, effectivement, comme Bruno le disait, il y a des informations qui nous semblent importantes sur la levée de fonds, par exemple. Sur la levée de fonds, je prends ce simple cas. Vous imaginez qu'aujourd'hui, un donateur, il donne de l'argent à une entité, notamment parce qu'il sait que cette entité a déjà levé de l'argent. Qui a levé, lèvera, en quelque sorte. Et évidemment, si on est capable de dire, ici en Argentine, qu'on appartient à un mouvement des alliances françaises qui, dans le monde, lève 50, 60, 100 millions d'euros, votre donateur ne vous regarde pas de la même façon. Parce que s'il sait que vous êtes capable de lever tant d'argent, c'est que vous êtes des gens sérieux. Et donc,
il vous donnera évidemment plus facilement que si il a affaire à une entité qui n'a pas d'expérience dans la levée de fonds, qui ne sait pas se présenter, qui ne sait pas qui elle est, etc. Donc l'enjeu, il est là. D'autres questions seront adjointes dans le questionnaire qui concernent par exemple le marketing. Le marketing, c'est très important aujourd'hui, on le voit bien. L'enjeu du nombre d'apprenants dans les alliances, il est crucial. Et le nombre d'apprenants dans les alliances, c'est une entité qui est très abstraite. Il faut creuser. Qui sont ces apprenants? Combien de temps restent-ils dans l'alliance? Est-ce qu'ils reviennent? À quel niveau ils commencent? À quel niveau ils s'arrêtent? Ce qu'on appelle la gestion de la relation client, qui permet de capter un client et de le garder le plus longtemps possible. C'est très important. On est obligé aujourd'hui, même dans le cadre d'un mouvement associatif que nous sommes, on est obligé de prendre en compte ces dimensions, on va dire, d'économie de marché. On n'a pas le choix. Ça n'est pas renoncer à ce que nous sommes que de se couler dans le moule de ce que notre activité exige de nous, c'est-à-dire être quand même un acteur sur un marché. Voilà, c'est l'ensemble de ces questions que nous allons ajouter dans le questionnaire, mais encore une fois, nous sommes en train de travailler avec cette start-up à faire en sorte que le questionnaire soit aussi convivial que c'est possible. Je sais, ne riez pas, un questionnaire c'est rarement convivial, mais enfin nous y travaillons quand même, et j'ai commencé à voir les premières maquettes et le résultat devrait être intéressant. Alors ce que nous allons faire, pour être très concret et très précis sur ce sujet, Bruno avait tout à fait raison de s'y arrêter, nous allons vous envoyer dans quelques jours le questionnaire avec les nouvelles questions pour que vous ayez le temps d'y réfléchir. Mais nous ne vous demanderons pas d'y répondre tout de suite. Nous allons après, début avril, vous envoyer le questionnaire dans la forme conviviale que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire sur une plateforme dédiée. Et c'est à ce moment-là, c'est début avril, que nous vous demanderons de le remplir. Mais d'ici avril, pour ne pas vous surprendre, on va vous envoyer les nouvelles questions pour que vous ayez le temps d'y réfléchir. Par questions sur la levée de fonds, sur le marketing, etc. Voilà. Encore une fois, c'est très important et c'est un outil qui a vocation à être à votre disposition, c'est-à-dire qu'après, effectivement, si le délégué général veut prendre ces données pour construire une image des alliances françaises en Argentine, ce que moi je pense pourrait être un très beau chantier, ces données seront à votre disposition. Hein. Et encore une fois, pour avoir conduit ce chantier dans d'autres métiers de ma vie, je peux vous assurer que la collecte d'informations, sa mise en forme, son traitement sont essentiels pour changer le regard sur soi-même. Hein. Et Dieu sait si, pour les alliances, c'est très important, évidemment, d'améliorer encore le regard, en particulier du côté de ceux qui doivent nous aider financièrement. Alors, ça, c'était donc le deuxième point de ce projet. Le troisième, c'est qu'il ne faut pas seulement se connaître, il faut savoir se faire connaître. Se faire connaître. Alors, je disais tout à l'heure, les alliances françaises ont une notoriété qui est considérable, hein, qui est par certains aspects supérieure à celle de certaines grandes multinationales mondiales. Mais aujourd'hui, c'est une notoriété qui reste relativement abstraite. Quand vous demandez aux gens de vous dire, au-delà d'une première vague définition ce qu'est l'alliance française, ils ont souvent beaucoup de mal à aller plus loin. Donc l'idée ici, c'est de mieux se faire connaître, et pour mieux se faire connaître, il faut travailler sur ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit, c'est notre carte d'identité, c'est la marque Alliance française. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque quand on est Alliance française? Une marque, c'est quatre choses. Monsieur Baumschil l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord, ou non, c'est Bruno, je crois, c'est d'abord une charte. C'est la charte qui nous réunit. C'est-à-dire celle qui, au fond, arrête les droits et les devoirs de chacun, rappelle nos valeurs communes, etc. Ce sont nos statuts. C'est un référentiel qualité,
évidemment, et c'est aussi un ensemble de signes de reconnaissance qu'on appelle charte graphique, logo, figuratif, semi-figuratif, etc. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut que nous soyons capables d'organiser dans ce que l'on appelle dans le jargon une plateforme de marque, et qui fait que, au fond, être Alliance Française, c'est ça n'est rien d'autre, mais c'est tout ça. Dans un deuxième temps, il faudra assurer la promotion de cette marque, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit le mieux identifiée possible, qu'on souhaite s'y rallier, qu'on souhaite la rejoindre, qu'on souhaite en faire partie. Ça, c'est un travail évidemment de communication, j'y reviendrai tout à l'heure, ça sera essentiel pour la stratégie de levée de fonds. Et puis, il faut savoir aussi la défendre. Donc, une marque, ça se dépose, hein, ça se protège. Donc, nous allons engager une politique de dépôt de marque. Alors, je peux vous annoncer aujourd'hui que la Fondation Alliance Française, qui est gardienne de la marque, hein, dans ses statuts, elle est propriétaire de la marque Alliance. La Fondation a déposé la marque Alliance Française en France et en Union européenne, et que nous allons, avec l'ensemble des alliances du monde, entreprendre ce travail de dépôt de marque. Ça peut paraître étrange, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on n'est pas protégé, eh bien, on est totalement démuni devant toute forme de malversation. Et lorsqu'une marque n'est pas protégée, elle est abîmée. C'est-à-dire que lorsqu'un établissement qui se prétend Alliance Française fait n'importe quoi, c'est la réputation des Alliances Françaises qui rejaillit sur toutes les autres, qui, elles, font ce qu'il faut pour rester dans la ligne partagée. Aujourd'hui, fort heureusement, nous n'avons pas trop de difficultés, mais nous en avons quand même de sérieuses. Dans une ville comme Londres, par exemple, il y a une alliance qui a décidé de devenir une véritable entreprise commerciale, qui ne respecte plus rien des valeurs de l'Alliance française, qui fait un argent phénoménal au nom de l'Alliance française, parce qu'elle s'est lancée volontairement dans une politique commerciale très, très agressive. Nous ne la reconnaissons plus comme telle. Nous le lui avons dit. Mais comme la marque n'est pas déposée, nous ne pouvons rien faire d'autre que le dire. Et vous croyez que ça les impressionne? Vous croyez que ça les arrête de continuer, ça les arrête dans leur activité? Eh bien non, évidemment. Nous avons un autre problème de même nature au Sri Lanka, à Colombo, où coexistent une bonne et une mauvaise alliance. Impossible de chasser la mauvaise, parce que nous n'avons pas les moyens juridiques de le faire. Et qui y perd au total? Ben évidemment le public, qui ne sait plus s'y retrouver. Nous avons engagé en République démocratique du Congo la fermeture enfin même pas la fermeture, parce qu'on ne peut pas fermer une alliance, mais le retrait, la délabellisation, le retrait de l'utilisation de la marque Alliance Française par plusieurs alliances. Parce que là on a découvert que les alliances faisaient tout à fait n'importe quoi. Certaines sont des lieux de prosélytisme religieux, d'autres des lieux de vente de produits prohibés, enfin bref, sont des couvertures d'activités totalement invraisemblables. Bon, mais là aussi c'est pareil. Alors, il s'ajoute à cela qu'en République démocratique du Congo, comme vous le savez sans doute, il y a très peu de moyens de communication, donc c'est très compliqué de se rendre dans une alliance. Donc c'est très compliqué de voir sur place si, lorsque vous avez écrit un courrier, d'abord il faut que le courrier arrive, mais une fois que le courrier est reçu et présumé lu, c'est très compliqué de vérifier que l'Alliance a tenu compte des observations qui lui ont été faites. Donc on n'a pas d'autre choix que, là aussi, de demander la délabellisation. Mais si vous n'avez pas d'outils juridiques, vous ne pouvez rien faire. Donc nous pensons que la protection de la marque, elle est indispensable. Elle est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui, le marché de la fourniture de cours de français est devenu terriblement attractif partout dans le monde, et que, évidemment, la tentation d'utiliser la marque, notre signe de ralliement, pour faire tout à fait autre chose que ce qui est prévu par la charte et l'ensemble des éléments de la plateforme de marque, est terriblement néfaste, évidemment, à notre mouvement. Donc, nous entendons bien, évidemment, une fois la marque déposée, jouer notre rôle à la Fondation et faire assurer cette défense
juridique. Voilà, donc j'ai présenté les trois principaux ingrédients de notre projet 2020. J'en ai ajouté un quatrième qui est essentiel, c'est l'argent, évidemment. C'est que d'abord, pour financer l'ensemble des projets qui vont porter le développement du réseau, dont j'ai parlé au tout début, l'introduction du numérique, la mise en place des référentiels dans les groupes de travail, il va falloir investir. Par exemple, dans le domaine du numérique, nous sommes engagés, Bruno l'a dit tout à l'heure, nous sommes engagés dans un projet de création d'une plateforme d'offres de cours hybrides. Des cours hybrides qui vont donc avoir pour vocation de faire venir à nous de nouveaux publics, évidemment, et puis surtout de renouveler les méthodes pédagogiques, parce que c'est vrai que quand, vous le savez, hein, quand vous introduisez une dimension virtuelle ou à distance, vous changez évidemment le rapport à l'enseignement, le mode de transmission, et évidemment c'est une petite révolution pédagogique. Bon, cette plateforme numérique, je pourrais y revenir dans le cours des 2 jours, peut-être si le sujet est évoqué. Je ne veux pas ici être trop long, mais cette plateforme numérique, il faut d'abord construire l'outil technique. Et cet outil technique requiert des financements, évidemment. De la même façon, nous avons le souhait, dans le cadre de la mise en réseau, de créer une application Alliance française, dans laquelle pourront se retrouver toutes les alliances du monde. L'emblème même de ce qui nous réunit. Cette application, c'est pareil, les développements technologiques vont coûter de l'argent, etc. Je n'ai pas besoin, je crois, d'être plus long là-dessus. Alors, comment nous y prenons-nous? En fait, pour lever des fonds, il faut 3 choses. 1, que nous ayons de bons projets. Ça, c'est ce que la mise en place du réseau des alliances va nous permettre de faire avec les groupes de travail. D'ici l'été prochain, nous aurons une liste complète de projets jusqu'à 2020 que nous pourrons présenter à des bailleurs de fonds. Nous sommes en train de travailler avec une agence de communication, justement pour mettre en forme et raconter une histoire, faire ce que les spécialistes appellent du storytelling autour de ces projets afin de les rendre plus attractifs. Voilà, et donc pour lever les fonds, il faut avoir de bons projets, il faut savoir dire qui nous sommes, d'où l'intérêt, encore une fois, de l'exploitation du questionnaire. Hein. C'est en disant ce que nous sommes et en disant ce que nous faisons que nous sommes en capacité de convaincre ceux qui nous financent. Et évidemment, il faut savoir aussi rappeler ce que sont nos valeurs, ce qu'est notre marque, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi sur cette plateforme de marque. Vous voyez donc que tous ces éléments, ces 4 éléments, se tiennent ensemble, hein, et que pour lever des fonds, pour financer des projets, il faut travailler sur ce que nous sommes et comment nous nous présentons. Alors, je vais terminer parce que je suis, je crois, assez long. Je vais terminer là-dessus et vous dire que, évidemment, ce projet, il ne se mettra en place qu'avec la mobilisation de toutes les alliances du monde. C'est vraiment parce que chacun sera convaincu que ce projet est un projet qui lui sera utile, hein, et nous, à la Fondation, c'est notre rôle de vous en convaincre, évidemment, mais il faut qu'une fois cette étape franchie, vous-même, dans vos alliances, avec vos équipes, vous décidiez à participer à votre niveau, avec vos compétences, à la réalisation de ce projet. Par exemple, je citais la plateforme d'enseignement à distance, de cours hybrides. Il va arriver un moment où cette plateforme, elle va mettre en ligne un certain nombre de contenus qui seront des contenus Alliance française. Ça ne sera pas des contenus qu'on ira chercher ici et là. On souhaite que, à travers une offre de formation à distance, évidemment, la politique de formation, les valeurs qui guident les principes de formation, de transmission du savoir et d'éducation des alliances soient aussi précis que possible. Et donc, ça ne peut être porté que par ceux qui travaillent dans les alliances. Donc,
Bien sûr, sur cette plateforme, on intégrera déjà tout ce qui se fait de bien, car il y a des projets à distance qui existent dans de nombreuses alliances dans le monde, mais il faudra aussi concevoir, c'est même tout l'intérêt, c'est de concevoir des nouveaux produits qui seront mis à disposition des autres. Donc après, il faudra envisager évidemment la manière de rémunérer le temps passé, parce que vous allez tous me répondre, oui, mais on n'a pas le temps dans nos alliances, nos profs, ils sont déjà suroccupés, etc. Oui, bien sûr, mais il faudra envisager que ces enseignants, ces formateurs, ces pédagogues se livrent à cette activité en étant incités, en étant rémunérés. Bien sûr, il n'est pas question d'envisager de demander du travail gratuitement à chacun. En revanche, que les uns et les autres dans les alliances y travaillent en ayant conscience de participer à la construction d'un dispositif plus professionnel et plus compétitif, ça nous semble évidemment important. Ça serait une erreur de penser que on va continuer à perpétuer le mouvement des alliances françaises avec le concours de compétences qui serait extérieur. Ça serait totalement contradictoire avec ce que nous sommes. Ce qui fait la vitalité du mouvement des alliances françaises, c'est son caractère auto-centré, auto-porté. Tout ce qui se fait dans les alliances est fait par les alliances. Il faut préserver absolument ça. Et la plateforme doit être le lieu de reconnaissance de cela. Alors ça ne veut pas dire que, on en parlait hier soir avec Raoul Bollinger, ça ne veut pas dire que on ne puisse pas se faire aider ponctuellement par tel ou tel outil numérique. Mais voilà, ça ne peut être qu'un complément. L'essentiel est que nous restions au cœur de ce que nous produisons nous-mêmes. On a des réflexions de même nature dans tous les groupes de travail professionnels. Par exemple, dans le domaine des ressources humaines, nous sommes en train d'imaginer, à travers les gens qui travaillent dans le groupe, je ne sais pas si parmi vous il y en a un qui travaille dans le groupe ressources humaines, mais nous sommes en train d'imaginer justement un véritable cursus professionnel à l'intérieur d'une alliance. Comment mettre en place le développement d'une gestion de carrière dans les alliances françaises dans le monde? Peut-on envisager une mobilité des personnels d'une alliance vers une autre? Alors, ça existe déjà. Il y a un marché du travail interne aux alliances. Un tel va de Buenos Aires à Lima, ou de New York à San Francisco, bien sûr. Mais il faut que nous soyons capables d'encourager et de sécuriser ces parcours. Ça nous semble important. Nous sommes tous confrontés à la pénurie de nos personnels, à commencer par nos enseignants de français. Donc si nous sommes capables de leur proposer une forme de stabilité professionnelle ou une forme d'évolution dans l'univers Alliance française, évidemment c'est mieux. Voilà. Donc j'insiste beaucoup sur ce caractère auto-centré, auto-porté du mouvement, et cet autoportage et cet autocentrage ne peut avoir lieu que si, évidemment, chacun y contribue, et si chacun est convaincu de ce qui va se faire. Alors, à l'horizon 2020, comment est-ce qu'on voit justement l'Alliance française? Quelle est l'image qu'on s'en donne? Et je terminerai là-dessus. On imagine que nous serons un mouvement qui accueillera davantage de public, notamment de public jeune, qui ouvrira de nouvelles alliances. Alors je vois qu'en Argentine on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. On a d'autres géographies dans lesquelles nous estimons que l'ouverture d'alliances aujourd'hui est importante. C'est l'Asie et c'est l'Afrique subsaharienne, notamment francophone. On imagine mieux accueillir aussi par la mise en place d'une politique de bourse que la levée de fonds, nous le souhaitons, nous permettra d'obtenir. Politique de bourse qui permettra d'admettre notamment des publics défavorisés dans les alliances et de développer une vraie mission sociale. On pense évidemment aux pays qui sont les plus en détresse, mais pas seulement. Il y a des populations en difficulté dans tous les pays du monde et il faut que l'Alliance reste un lieu d'accueil démocratique. On imagine, après accueillir, on imagine innover. Alors innover, c'est d'abord la fameuse plateforme numérique dont je parlais tout à l'heure, et au-delà de ça, on forme le vœu de devenir une forme d'école numérique de langue française à terme, avec une vraie politique d'équipement,
Parmi les projets sur lesquels les groupes de travail planchent en ce moment, il y a un projet d'équipement en tableau numérique interactif et autres outils équivalents. Il nous semble que ça, c'est évidemment très important. Il ne faudrait pas qu'un jour, nous soyons moins avancés dans l'usage des technologies que les publics que nous accueillons. Parce que là, nous n'allons pas savoir les garder. Et là, en ce moment, il y a un vrai gap générationnel. Il faut que nous soyons capables d'innover aussi pour former nos enseignants. Là, il y a un enjeu considérable. Il faut que nous mettions en place une vraie politique de formation diplômante de nos enseignants. Donc nous y travaillons en ce moment avec l'Alliance française de Paris pour voir comment le diplôme qui s'appelle le DAFLE, le diplôme d'apprentissage au français langue étrangère, puisse devenir un diplôme de référence partagé dans le réseau et accessible financièrement à nos enseignants. Autre sujet pour la levée de fonds. Et nous sommes en train de travailler également avec des universités françaises pour voir à quel diplôme nos enseignants pourraient se préparer dans une université pour se qualifier professionnellement dans le cours de leur carrière. C'est un autre outil évidemment de rétention et d'attractivité des enseignants. Nous imaginons accueillir, innover, mais aussi rayonner. Là, nous avons quelques outils en tête. D'abord, il faut mettre en place une vraie politique culturelle mondiale, organiser une vraie circulation d'artistes. Donc le groupe de travail qui planche sur la politique culturelle envisage de mettre en place des politiques de circulation d'artistes continentales. Donc les 5 grands continents auraient une stratégie culturelle mutualisée. Comment partager, mettre en place un système de partage de circulation d'artistes. Nous nous basons ici sur l'expérience qu'est en train de mettre en place la Chine, qui a acquis d'ailleurs un logiciel, une plateforme numérique qui organise la circulation et qui est très efficace, qui semble très efficace. Il faudra le vérifier. Nous allons également, pour le rayonnement, développer de façon massive la mise en place de séjours de jeunes dans le cadre de l'agence du service civique. Je crois qu'à Buenos Aires, vous accueillez d'ailleurs un des premiers jeunes qui est arrivé, non? Il arrivera le 1er mai. 1er mai, d'accord. Voilà, donc vous êtes Buenos Aires et fait partie des 9 alliances pilotes de ce projet. Et nous ambitionnons à l'horizon 2020 d'accueillir plus d'une centaine de jeunes dans le cadre du programme de l'agence du service civique. Bon, ce programme, je le dis en 2 mots, c'est un programme qui est cofinancé par l'Agence du service civique et par la Fondation Alliance Française. Enfin, nous sommes en train d'essayer de collecter des fonds pour boucler au moins la phase pilote. Là, nous devrions y arriver, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on va passer à plus d'une centaine par an, il faudra trouver évidemment d'autres financements. L'objectif, c'est de proposer pendant 6 mois à un jeune, dans le cadre d'une mission de service civique, d'exécuter une mission d'intérêt général, de service public, dans une organisation en France ou dans le monde. Donc les alliances n'ont pas eu beaucoup de peine quand nous sommes allés rencontrer l'agence de service civique. On n'a pas eu beaucoup de peine à les convaincre évidemment de l'intérêt de cela. Et je pense que pour vous, dans les alliances, ça peut être évidemment un très bon outil. Je ne sais pas ce que fait d'ailleurs le jeune qui va venir chez vous à Buenos Aires. Quelle va être sa mission exactement? Il va travailler en pédagogie, en partie au contact des fameux collèges affiliés qu'on veut essayer de mieux. Ah oui, oui, absolument. Quelqu'un qui va se déplacer dans les établissements, qui va être le contact entre les établissements et l'Alliance. D'accord. En particulier parce que Raoul a bien d'autres projets pour Oui. lui. Voilà, le dernier objectif qu'on se fixe en 2020, c'est de rassembler. Donc accueillir, innover, rayonner et rassembler. Alors rassembler d'abord au moyen de cette application universelle dont je parlais tout à l'heure, qui a vocation à offrir un certain nombre de services, d'informations évidemment, mais aussi de services. Par exemple, mise à disposition de tests en ligne pour se faire, pour évaluer son niveau de français. Mise en place d'un grand fichier d'anciens, d'alumni, ça nous paraît aussi très important.
La mise en place de fichiers d'une manière générale est aujourd'hui absolument stratégique, parce que c'est ce qui vous permet d'entrer en communication avec vos publics, de leur faire passer les informations essentielles et de les convaincre évidemment de venir vers vous. Et puis on pense également à organiser quelques grands événements culturels de rayonnement mondial. Alors nous sommes en train, pour ce faire, de réutiliser le théâtre de l'Alliance française de Paris, au 101 boulevard Raspail. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir ce qu'il est. C'est un très joli théâtre qui date de la fin des années 20. Depuis quelques semaines, nous avons commencé à mettre en place une vraie politique de programmation culturelle du théâtre qui a vocation à améliorer la visibilité de l'Alliance française, enfin de l'appellation Alliance française. Donc nous organisons des rencontres littéraires. Nous avons accueilli Boualem Sansal pour son roman 2084, et puis Dany Laferrière, qui est académicien, pour son nouvel opuscule qui s'appelle Mythologies américaines. Nous sommes en partenariat avec des médias, avec France Inter et avec France Culture. Nous accueillons par exemple l'émission critique de France Inter qui s'appelle Le Masque et la Plume, pour ceux d'entre vous qui connaissent. On va voir le journaliste Alexandre Hérault ici, j'ai pas le temps de le dire encore, il arrive dans un mois. Absolument, absolument. Et dans le cadre du partenariat avec France Inter, nous aurons l'été prochain une série de 18 émissions pendant tout l'été, consacrée exclusivement aux alliances françaises. Donc un journaliste qui effectivement va se rendre notamment à Buenos Aires, puisque Buenos Aires a fait partie des 9 villes qui ont été sélectionnées dans le monde pour accueillir ce journaliste et au fond faire parler l'alliance au monde, et en particulier évidemment aux auditeurs français, sur évidemment ce qu'est la langue française, la francophonie, le rôle d'une alliance dans une ville comme Buenos Aires, etc. Voilà. Donc nous sommes engagés dans cette stratégie parce que nous pensons qu'à Paris, l'Alliance française n'est pas suffisamment connue. Vous savez, moi ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est le décalage qu'il y a entre ce qu'on sait des alliances françaises quand on va à l'étranger et ce qu'on sait, ce qu'elles font quand on est en France. Alors d'abord, on ignore qu'il y a des alliances françaises en France. Celle de Paris, on la connaît à peu près, en tout cas quand on est parisien. Mais on ignore qu'il y a 25 alliances françaises en France, par exemple. Et on pense que les alliances françaises, effectivement, c'est surtout à l'étranger. Mais on ne sait pas très bien ce qu'elles y font. Et donc on estime que dans le cadre de cette stratégie de levée de fonds dont je parlais tout à l'heure, il est tout à fait indispensable que la notoriété de l'Alliance française soit mieux appréciée. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous dire que évidemment nous serons très très heureux que le réseau argentin s'associe le mieux possible à l'ensemble de ces projets. Nous le faisons parce que, encore une fois, nous croyons que c'est une manière de parachever ou de la modernisation du réseau qui est absolument indispensable dans un contexte qui devient tout de même très difficile. Vous le savez, la langue française dans le monde a un potentiel qui est considérable. Il y a un publiciste français que vous connaissez, Jacques Attali, qui a fait un rapport sur la francophonie il y a maintenant 2 ans, qui a mis en évidence le potentiel considérable que représente la langue française dans les 50 prochaines années. Mais ce potentiel, il n'est que potentiel. Et que pour arriver au bout de cet objectif, puisqu'il parle de 750 millions de francophones à l'horizon 2050, principalement grâce évidemment aux populations africaines, mais pas seulement, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous nous inscrivons absolument dans cette démarche. C'est qu'il y a des perspectives qui sont remarquables pour la langue française. Il y a des enjeux qui sont considérables sur le plan culturel, comme Bruno l'a rappelé tout à l'heure très justement, surtout par les temps qui courent. Mais tout ça nécessite une vraie capacité, pas seulement de réaction, mais de proaction. Et c'est dans cet esprit-là que nous agissons. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je serai content donc de participer aujourd'hui et demain à l'ensemble de vos débats, parce que c'est la 2e fois que je me déplace dans un réseau. La première fois, c'était au Mexique, au mois d'octobre.
J'ai passé aussi les 2 jours de réunion de réseau avec l'ensemble des participants, et pour moi ça a été évidemment formidable, parce que par-delà tout ce que je viens de vous présenter, je reste très modeste, puisque je n'oublie pas que, comme le disait Massimo Bomchil, je suis là depuis 6 mois, donc j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, et comment mieux travailler ensemble. Voilà. Je vous remercie.